Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Canal 7 Harmonie. Vous regardez le programme LVB, c'est l'univers de la science au service de la santé. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la ménopause. Comment est-ce que nous pouvons faire face, ou alors les dames, les dames doivent faire face à la ménopause. Pour en parler, nous sommes en compagnie de notre personne ressource, monsieur Talé, qui est avec nous une fois de plus cet après-midi. Et déjà, nous allons l'introduire. Monsieur Talé, bon après-midi. Bon après-midi à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, toujours au rendez-vous. Oui. Nous sommes là pour véritablement nous imprégner de ce qu'on appelle le vrai bien-être. Oui, ouais. Le vrai bien-être. Voilà. Nous sommes là pour la promotion du vrai bien-être. Voilà. C'est ce qui justifie le choix du thème. Voilà. Parce que nous avons remarqué que nos sœurs, nos mamans, ont vraiment des problèmes de santé. On peut attirer leur attention par rapport à un phénomène génétique qu'elles vivent. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut considérer la ménopause comme une maladie? Disons que la ménopause entraîne les maladies. Oui. C'est un phénomène normal, génétique, lié au vieillissement. Tout le monde vieillit. Bien sûr. Mais c'est plutôt les symptômes, les différents désagréments qu'apporte la ménopause. C'est pour cela que nous sommes là pour attirer l'attention de nos mamans, de nos sœurs sur ces phénomènes, parce que le plus souvent, beaucoup en ignorent. Les conséquences et puis s'affolent. Ouais. Mieux on connaît un phénomène, plus on peut la maîtriser. Tout à fait. Tout à l'heure, on va véritablement s'attarder sur le sujet. Mais avant cela, nous revenons, n'est-ce pas, à notre recadrement par rapport au vrai bien-être. Ouais. Voilà, je crois qu'on s'appesantit un peu sur ces aspects-là pour la gouverne des uns et des autres. Oui. Voilà. Le vrai bien-être, c'est un état, comme on dit, un modèle de bien-être, parmi tant d'autres. Plusieurs modèles. Il y a le faux, il y a les semi-faux, il y a tout un ensemble. Mais nous articulons sur le vrai, qui est l'état optimal de bien-être. Parce que dans toute chose, il faut se mettre à l'état optimal. Quand on est à l'état optimal, on peut fonctionner le mieux possible. Voilà. Donc, cet état, ce modèle passe à travers une bonne hygiène de vie. Qui suppose une hygiène du corps, une hygiène de l'âme et une hygiène de l'esprit. Voilà. Voilà ces aspects-là qu'il faut davantage creuser. Et surtout ne pas être seulement, on va dire, attentif ou attentiste, n'est-ce pas, pour aller soi-même à la quête de ces paramètres qui font de l'hygiène de vie quelque chose de dynamique. Dynamique, effectivement. Voilà. Le vrai bien-être est un état dynamique. Donc on doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir l'atteindre. Donc, en tout cas, la vie, c'est tout un cheminement d'efforts. C'est pour ça qu'on parle de notion de travail. Si on ne travaille pas, on ne va pas aboutir, on ne va pas gagner sa vie, on ne sera pas bien. Donc le vrai bien-être, c'est un état dynamique. Voilà. On ne peut pas dormir et avoir le vrai bien-être, sauf si on refuse de naître. Donc on se met à l'état, on se met sous embryon, on se nourrit on phagocyte les autres. On devient une sorte de parasite. De la maman, oui, on est parasite. Mais à partir du moment où on se libère, on doit faire des efforts pour se maintenir. C'est pour ça que vous allez voir l'enfant très tôt faire un effort pour téter. L'enfant, chaque fois, pleure, donne des cris parce qu'il veut retrouver son bien-être. Voilà. Donc le vrai bien-être est un état dynamique où on doit faire des efforts. Alors les efforts supposent également la curiosité, la culture. La connaissance d'un certain nombre de choses qui font partie de notre corps, de notre environnement. Dans l'hygiène du corps, nous avons 4 paramètres sur lesquels on doit mettre l'accent. Il y a l'hydratation, l'eau. L'eau, c'est vraiment a des apports très importants dans notre organisme. L'eau favorise l'élimination des déchets. L'eau apporte aussi un certain nombre de nutriments. L'eau, nous allons voir tout à l'heure, parce que en plus nous allons parler du calcium. Vous allez voir que l'eau est une des principales sources de calcium. Donc, il y a les apports en sels minéraux et puis
favoriser l'élimination des déchets. Ensuite, il y a la fonction respiratoire. Voilà. L'oxygène. On a besoin de l'oxygène. On a besoin de l'oxygène et c'est à travers notre fonction respiratoire. Nous devons veiller sur cette fonction respiratoire, apprendre à bien respirer pour avoir le maximum d'oxygène. D'ailleurs, que nous avons vu la dernière fois les conséquences de la mauvaise respiration sur la santé, que ce soit sur la fatigue, sur un certain nombre sur nos émotions choses. Même la ménopause dont on va en parler tout à l'heure. Le vrai bien-être va permettre de mieux aborder cette phase de la vie. Voilà. Donc il y a la fonction nutritionnelle qui est aussi très importante. Même cette fonction aussi n'est pas la principale, mais elle est très importante parce que c'est la nutrition qui apporte au corps tous les éléments nutritifs qui va permettre de tout faire, lutter contre la ménopause, lutter contre un certain nombre de maladies. Ensuite, il y a le sport. Voilà, ce que vous appelez l'activité physique. Voilà, qui a un rôle très important. Non seulement il favorise la relaxation musculaire, mais il favorise aussi la fonction respiratoire. Donc il y a vraiment tellement de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous dire la sédentarité a tué le monde contemporain. Vous allez voir la plupart des maladies, le diabète, l'hypertension, c'est lié au fait qu'on ne fait plus de mouvement. Nos parents marchaient des dizaines de kilomètres par jour. Aujourd'hui, il y a les voitures, il y a des travaux où on est appelé à s'asseoir toute la journée et ça nous rend malades parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Voilà. Alors il y a ensuite la partie cachée. Voilà, la partie qu'on va dire invisible, l'âme et l'esprit. Ça c'est vraiment des choses très difficiles. Bon, on ne dit pas difficile en tant que tel. Bon, mais ce n'est pas connu de tous. C'est pas connu de tous. Bon, peut-être parce qu'on a trop spiritualisé cet ensemble, c'est-à-dire qu'on a trop parlé de Christ. Parce que vous allez voir que même dans nos chapelles, on ne parle pas vraiment de l'âme. C'est en passant, n'est-ce pas, qu'on parle de l'âme. Voilà, de l'âme. Bon, disons que dans nos églises, ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de tout. Mais nous avons de plus en plus des professionnels du développement personnel qui sont des psychologues, des trucs qui entrent en profondeur sur le plan scientifique dans le corps humain et vous expliquent les choses de la manière scientifique. Donc là, il y a des paramètres sur lesquels il faut appuyer. Il y a l'estime de soi, par exemple. L'estime de soi, c'est quoi? C'est le fait de s'accepter, de s'apprécier, de se mettre à l'état haut, parce qu'il y a le haut niveau de l'estime de soi, qui consiste donc à se connaître, à connaître sa mission, à se développer, à développer son intérieur. Développer son intérieur, c'est s'aimer, c'est aimer les autres, c'est aussi... en entrant dans l'hygiène de l'esprit, maîtriser ses émotions. Parce que tout ça là entre dans le développement personnel. Si vous êtes irrité partout, vraiment vous serez bas. Vous n'allez pas vous positionner dans la vie sociale et vous aurez de multiples problèmes. Vous ne serez jamais en harmonie avec vous-même. Et à côté de ça, il faut se sentir utile. Effectivement. Donc l'estime de soi permet de se connaître, de s'aimer, d'aimer l'autre, et puis connaître sa mission. Ensuite, il y a la notion de foi. Il faut croire en quelque chose, pour ne pas dire croire en Dieu. Donc, ce phénomène, cette forme, la croyance, vraiment aide les gens dans tous les sens. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en état de maladie, il suffit de croire qu'on va guérir pour accélérer le processus. Il suffit de croire en son projet pour pouvoir réussir dans son projet. Croire en soi-même. C'est pour cela qu'on doit ici transposer la notion de croyance en Dieu, en croyance d'un certain nombre de choses qui sont autour de nous, dans le tout. Ça veut dire, quand on parle de la foi ici, vous allez voir que ce soit les gens déprimés, les gens en état de faiblesse mentale, la foi, on va vous dire, confiez-vous à Dieu, croyez à un certain nombre de choses, et là, ça vous remet à l'état. Donc, la croyance et la foi est un facteur vraiment qui ressource l'âme. Tout à fait. Parce que tous les éléments que nous citons sont des éléments qui permettent d'apaiser l'âme. Sinon, l'âme ne sera pas tranquille. Absolument. On n'aura jamais le vrai bien-être. C'est-à-dire qu'on a beau se parer des costumes,
d'un ensemble de choses. Mais si l'âme, si vous n'avez pas les éléments, tous les éléments que nous avons cités tout à l'heure, l'amour personnel, l'amour du prochain, s'accepter, vous serez toujours en train de sortir de vous-même. Vous cherchez à être quelque part que vous ne trouverez jamais. Voilà. Ensuite, il y a donc les gènes de l'esprit. Ici où nous mettons l'accent sur la bonne moralité. Il faut vraiment rechercher. Il ne faut pas faire du mal à son prochain. Il faut être intègre. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas forniquer. Il y a tous ces ensembles de choses. Il faut vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Et là, il faut... C'est la même chose qu'on dit à l'église. Bon, mais que nous le disons autrement. Parce que ça fait partie, on donne l'impression, parce que quand on fait des enseignements, on donne l'impression qu'on fait pour autrui. Même ceux qui disent l'amour de Dieu même commence par votre amour personnel. Parce que Dieu, comme on dit, Dieu est amour. Dieu veut que vous soyez bien. Donc si vous aimez Dieu, vous devez d'abord vous aimer. Et ensuite aimer ce que vous voyez, votre prochain. Mais s'il y a un facteur, la gestion des émotions. Donc si vous vous laissez emporter par les émotions négatives, vous n'allez jamais être tranquille. Si vous avez la peur, vous ne serez jamais tranquille. Bon, la peur ici, c'est pas le fait d'être effrayé par un chien ou bien pas. C'est que dans la vie, s'il y a... Il ne faut pas hésiter à faire certaines choses. Voilà, non seulement ça, Guy, vous allez voir, il y a des gens qui ont peur de mourir, qui ont peur de... Pourtant, c'est un phénomène naturel. Les femmes qui ont peur de ne pas accoucher, qui n'ont peur de ne pas... Non, c'est pas... Il faut enlever cette psychose de la peur et être optimiste. La peur, c'est un sentiment négatif qu'on doit éviter au maximum. Vous voyez que ceux qui réussissent même dans la vie sont des gens qui ont mis cette peur derrière. Ils sont libres. Ils sont libres. Non seulement libres, je veux dire libres dans la conscience. Dans la conscience, tout à fait. Dans le tout. Que ce soit ceux qui abordent la vie. Ceux qui ont peur se reculent et ceux qui n'ont pas peur foncent. Et réussissent mieux que ceux qui ont peur. Il y a la peur, il y a la haine. Cette haine que nous avons montré la dernière fois, qui est une forme de violence spirituelle, dont les gens ne voient que la violence physique, alors que la violence commence à l'intérieur. Quand vous dégagez une haine contre votre vis-à-vis, vous êtes en train de le détruire. Et vous êtes, en même temps, vous vous autodétruisez. Parce que dans les phénomènes spirituels de retour en choc, tout ce que vous faites de mal à l'autre, vous retrouve. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les stress aussi. Toutes ces choses qui détruisent, on doit les maîtriser, on doit pouvoir en faire, pouvoir du moins surmonter tous ces éléments. Par contre, on doit cultiver la joie, cultiver l'harmonie. Et quand vous êtes dans cet état, comme les femmes vont voir tout à l'heure, vous allez vraiment lutter contre tous les désagréments de la ménopause. Voilà, merci M. Talé, merci beaucoup. Nous allons se rappeler à nos amis téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission à travers les contacts que vous avez au bas de l'écran. Pour les SMS, vous avez les deux numéros, le 693 60 50 14 ou le 679 24 26 99. Ça, c'est pour les SMS. Et pour ce qui est des appels téléphoniques, c'est bien le 243, voilà, 243 28 67 96. Voilà donc pour nos différents contacts. Vous pouvez, voilà, vous pouvez également consulter cette émission, revoir cette émission à travers YouTube. Nous sommes véritablement également dans les réseaux sociaux. Avec YouTube, vous avez l'opportunité de revoir les différentes émissions et pourquoi pas celle-ci. Et pour le faire, vous n'avez qu'à taper, la chaîne c'est Askabi, vous tapez Askabi ou alors vous tapez Talé, Pascal. Pascal Talé. Voilà, ou Pascal Talé. C'est le vrai bien-être. Vous tapez le vrai bien-être, vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de parcourir les différentes émissions déjà présentées. Sinon, quelques-unes, parce qu'on n'a pas tout mis. Progressivement, ça va se faire. Alors, M. Talé, nous allons demander à la technique de caler l'élément espace innovation pour présenter les produits, n'est-ce pas, de votre recherche sur le plateau. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs,
inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAPé. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous. Espace offert par l'ASCAPé. Avez-vous une nouvelle? Bien, nous revenons sur le plateau. Nous sommes véritablement sur le couloir de l'espace d'innovation vous êtes allé. Alors, vous avez apporté quelques produits là à nous présenter. Je vois bioactivité, curcuma, la farine de blé, de soja, pardon, la farine de soja germée. Voilà. On va déjà... Donc, commençons par la farine de soja germée. Ouais. Non seulement c'est le soja qui est riche. Déjà très riche en protéines. Une grande source en protéines. Protéines végétales. Sur le plan minéral, c'est une des grandes sources du magnésium. Magnésium, hein. Que nous allons voir tout à l'heure parce que la ménopause, les femmes souffrent beaucoup plus de carences de calcium, magnésium pendant cette période. C'est pour ça que nous avons l'opportunité de leur présenter. Donc, cette farine en plus est germée. Quand on germe une céréale, le taux de vitamines est multiplié par plus de 20. Donc, c'est un élément très riche. Vous pouvez ajouter dans vos sauces, vous pouvez ajouter dans vos bouillies avant la préparation. Et comme on disait, on va le dire tout à l'heure, nous conseillons aux femmes, qu'elles soient ménopausées ou pas, de prendre beaucoup de soja parce que vraiment elles jouent un rôle très important dans l'équilibre de leurs hormones. Voilà. On a aussi constaté pour les nouveaux-nés, à eux aussi, à partir de 6 mois en montant, voilà, on peut aussi leur donner cette farine de soja. De sa richesse en protéines. C'est généralement une source de protéines végétales pour ceux qui ne consomment pas beaucoup de viande. Bon, dans tous les cas, le soja, vous avez des propriétés, vous pouvez ajouter. En plus, ce qui fait l'innovation ici, c'est la germination. Donc, les gens parce que ça multiplie tous les éléments. Voilà, tous les éléments. Par N, on peut le dire. Dans certains cas, on parle de même pas à 100%. Voilà. Et vous avez bioactivité. Bioactivité. Voilà, c'est bioactivité, comme vous l'entendez, l'active. L'active, les cellules, l'active. Bon, mais c'est une combinaison d'un ensemble d'éléments, de nourriture, si vous voulez, donc riche, concentré. Mais la richesse est beaucoup plus concentrée ici dans le calcium, magnésium. Parce que nous utilisons la bioactivité pour résoudre beaucoup de problèmes des gens, pour suppléer ceux qui ont des carences en calcium, magnésium. À l'intérieur, il y a l'aloe vera, la spiruline, les feuilles de moringa, les feuilles de manioc. Vraiment, c'est très riche. Et sur le plan clinique, nous avons des bons résultats. C'est un très bon complément. Bon, excellent pour qui? Pas seulement pour les femmes ménopausées. Non ménopausées, des gens en état de convalescence, des gens qui veulent s'entretenir pour leur bien-être, parce que nous devons, chaque jour que Dieu a créé, chercher à avoir le maximum de nutriments dans le corps. Et ça, c'est l'une. Alors, si on a besoin du tonus, pas seulement le tonus, ça entre dans le cadre de la bien sûr qu'il y a le ginseng à l'intérieur, de la variabilité des nutriments. C'est-à-dire vous avez à l'intérieur un certain nombre de nutriments complexes qui agissent en interaction. C'est ça qui fait sa force. Très bien. Bon, à côté, vous avez le curcuma, qui est une plante anticancérigène, mais qui est aussi collagone, c'est-à-dire qui favorise la sécrétion de la bile et qui lutte aussi contre le mauvais cholestérol. Nous faisons sa promotion aujourd'hui par rapport au sujet, parce que l'une des agréments des monoposés, le rétrécissement des artères, avec l'augmentation du taux de mauvais cholestérol. Donc, ces femmes doivent penser à consommer beaucoup de curcuma en prévention ou en cure. Déjà que quand
les femmes monopausées, vous avez le rétrécissement des artères, vous êtes prédisposé aux maladies cardiovasculaires. Donc, en prenant le curcuma, vous baissez un certain nombre, vous favorisez la fluidité des artères et vous évitez donc ces genres de désagréments, des plaquettes qui vont après fermer les artères. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, le tour. Voilà, comme nous le disons souvent. Et puis, il faut que nous rappelons à tous ceux, aux différents annonceurs, oui, nous sommes là pour préparer le terrain. Vous êtes libre, vous pouvez, tous les produits innovants. Nous sommes, cette tranche, cet espace innovation vous intéresse. Voilà, vous avez donc des produits à faire connaître. Vous avez l'opportunité de venir sur ce plateau, dans l'espace innovation, les présenter, n'est-ce pas, à tous vos potentiels. Nous sommes déjà à l'international parce que les produits présentés aussi seront visualisés dans YouTube. Absolument. C'est l'avantage que nous avons quand même à Canal 7. Voilà. Et ce n'est pas exorbitant, ce n'est pas onéreux. Donc, faites le pas et le reste va suivre, ça c'est certain. Très bien, après donc, ces différentes pages, nous entrons donc à notre sujet central, la ménopause qui a, alors pas qui a, mais qui fait beaucoup de dégâts chez les femmes de certain âge. Pour certaines, c'est même avant la quarantaine qu'elles commencent à subir ce phénomène naturel, n'est-ce pas, qu'est l'arrêt de l'activité, on va dire, hormonale du système de reproduction chez la femme. Et ceci se manifeste beaucoup plus par l'arrêt des règles, M. Talley, et la menstruation. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour celles-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore l'idée, n'est-ce pas, de ce que c'est que la ménopause. Peut-être qu'elles n'ont pas encore vécu véritablement cela. Donc la ménopause, le plus simple, se caractérise par l'arrêt de la menstruation. Ça veut dire que la femme perd sa capacité d'être femme. Ouais. Dans la société traditionnelle, c'est à cet âge que les femmes peuvent siéger avec les hommes. Parce que c'est comme si elles se masculinisaient. Ouais. C'est-à-dire que ce qui les caractérisait comme seulement s'arrête. Elles ne peuvent plus faire les enfants, elles ne peuvent plus. Et là, elles deviennent maintenant matures. Voilà. Donc, mais ce qui est... c'est pas la ménopause qui fait la cessation qui fait problème, c'est les désagréments qui s'en suivent. Oui. Déjà, avant d'y arriver, Guy, nous allons parler, tantôt vous avez parlé de prémonopause, il y a périmonopause, il y a la ménopause précoce, voilà. Tous ces éléments qui interviennent. Donc, la ménopause est un phénomène, comme on le dit, qui est normal pour la femme. C'est comme l'hypertrophie de la prostate chez l'homme. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'homme aussi vieillit. La prostate prend de volume. Un peu comme c'est la même chose avec la menstruation. La ménopause, la cessation, c'est comme le début. C'est-à-dire après, la femme commence à saigner pour arrêter après un certain moment. Après à l'arrêt, c'est toujours une surprise comme au début. Voilà. Donc, il y a... c'est un phénomène donc qui est normal pour la femme. Donc la femme est génétiquement programmée pour arriver à la ménopause. Ouais. Comme elle est génétiquement programmée pour avoir les règles voilà. Dans le tout. Donc c'est pas un phénomène lié à X ou à Y. C'est toutes les femmes qui subissent, mais elles ne subissent pas de la même manière. On a fait une étude, l'âge médian, l'âge moyen, c'est autour de 50 ans, 50-51 ans, que c'est supposé être arrivé. Mais il y en a selon le terrain biologique, selon l'hygiène de vie, que vous pouvez avoir une ménopause retardée ou une ménopause précoce. Bon, mais il y a des causes pour la ménopause précoce. Parce qu'on dit qu'une ménopause est précoce quand ça survient avant l'âge de 40 ans. Là, la ménopause est précoce. C'est lié à un certain nombre de maladies. On a des femmes de 35 ans, par exemple. Qui ont la ménopause. Il y a un certain nombre de maladies. Bon, il y a le génétique, il y a un certain nombre qu'on va voir en profondeur tout à l'heure. On est en train de présenter le thème. Il y a la ménopause précoce, il y a la prémonopause, qui n'est que
la phase avant, où les symptômes commencent déjà. Ça, c'est 4-5 ans avant la vraie ménopause. Et vous commencez, malgré le fait que vous avez vos règles, à ressentir quelques symptômes, des symptômes, des désagréments de la ménopause. Ensuite, il y a la ménopause elle-même qui s'installe. Alors, comme nous disions tout à l'heure, se manifeste par la cessation des règles. Mais la cessation des règles n'est pas automatique, non? On peut avoir des cas où, si ça s'est arrêté un mois après, ou alors 2 mois après le dernier saignement, Guy, dans la phase de préménopause, il y a beaucoup de choses, mais à la ménopause, tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est à la préménopause qu'il y a des fluctuations. Ouais. Mais quand on dit ménopause, c'est l'arrêt total. Voilà. Alors, revenons donc directement aux symptômes de la ménopause pour dire qu'il y a ménopause. Il y a ménopause, voilà. Donc les désagréments. Ça fait problème. Oui. Ça fait problème parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui gênent la femme. Ouais. Déjà, il y a beaucoup d'événements. La femme ressent à cet âge. Déjà, revenons même sur le plan psychologique. Oui. Sur le plan, commençons par le facteur psychologique. Parce qu'il y a un facteur psychologique, physiologique, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le corps. Alors, sur le plan social, sur le plan, la femme déjà voit, quand une femme voit qu'elle ne va plus accoucher, ça crée un problème psychologique. Quand une femme voit que le désir sexuel diminue, ça crée un problème psychologique. Quand une femme ne va plus porter le bébé, elle ne va plus... je veux dire, attirer son mari. C'est ça le problème, parce que ça, c'est aussi la beauté. Tous ces éléments font aussi la force de la femme. Elle peut attirer son... Toutes ces pertes créent un problème psychologique à la femme. Et c'est pour cela que l'une des agressions sur le plan du cerveau, c'est la dépression. Il y a une sorte de déprime. Mais pourtant, c'est souvent soulageant, non, de savoir qu'on ne va plus... C'est pour cela que nous communiquons dessus, pour que les gens puissent apprendre à gérer. Gérer, c'est de s'accepter. Et de comprendre le phénomène. De comprendre le phénomène. Nous avons parlé de l'estime de soi. Ça veut dire que la femme doit accepter son corps tel que Dieu l'a créé, c'est pourquoi il l'a créé. Et savoir comment son corps est programmé. Savoir comment son corps est programmé. Ne pas être surpris, parce qu'il est prouvé, Guy, même en Occident, 80% des femmes sont surprises. C'est-à-dire beaucoup vont soigner les symptômes sans savoir effectivement ce que c'est. Elles sont programmées pour être comme cela. Voilà. Donc il y a ça psychologiquement où la femme est déprimée, la femme se trouve mal à l'aise dans la société. Déjà que l'un des désagréments aussi, c'est que la peau, puisque c'est le vieillissement en principe. Au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a la peau, il y a on perd sa beauté, il y a tous ces éléments qu'on va voir tout à l'heure. Ça nous amène à entrer dans les désagréments physiologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme pendant cette période? Déjà, au niveau de la sexualité, il y a perte de désir sexuel. Bon, parce qu'au niveau vaginal, il n'y a plus assez de lubrifiant. Il y a la sécheresse vaginale qui est sur le plan physiologique aussi, qui est un désagrément, puisque c'est ça qui fait la qualité des rapports sexuels. Donc il y a ça qui fait problème. Il y a donc la sécheresse vaginale, il y a les bouffées de chaleur. Oui, on parle beaucoup de bouffées de chaleur. C'est sur le plan physiologique. Il y a au niveau des artères, le rétrécissement des artères. C'est pour cela que beaucoup de femmes à cet âge ont l'hypertension. Il y a la prise de poids. Bon, mais j'attire l'attention aussi, la prise de poids, généralement, se passe pendant la période post-ménopause. C'est-à-dire avant, pendant que ça commence à se signaler là, le tout. Et il y a une obésité aussi qui se signale à la ménopause. Après la ménopause, l'obésité androïde abdominale chez les femmes. Vous allez voir beaucoup de femmes qui commencent à voir le ventre, qui vont se dire c'est lié à votre... à la ménopause. On va savoir, il faut bien comprendre. Donc il y a cette hypertension qui s'installe pendant cette période liée au rétrécissement des artères. Il y a sur le plan physiologique aussi la fragilité des os. Donc les femmes ont beaucoup plus de problèmes d'osteoporose. La fragilité des os. Ça c'est lié à quoi? À la non-assimilation du
calcium et du magnésium. Parce que pendant cette période, l'une des plus grandes caractéristiques de la cessation de la menstruation, c'est qu'à cette période, il y a diminution de la sécrétion des hormones sexuelles, des estrogènes, qui jouent un rôle très important. Pour fixer le calcium dans les os. Même pas dans l'assimilation, c'est pas tellement dans les os, c'est beaucoup plus dans la répartition du calcium dans les tissus. Et c'est là où les femmes ménopausées souffrent beaucoup de crampes, problèmes de crampes, parce que le calcium, tel que nous allons le voir tout à l'heure, a plus de multiples rôles. Non seulement il se fixe sur les os, mais dans les tissus, mais il pénètre dans les tissus et sa carence ou bien son excès crée des problèmes de contraction musculaire. C'est pour cela que les femmes ménopausées doivent avoir beaucoup de problèmes de crampes, problèmes liés aux articulations, donc voilà, les différents problèmes physiologiques on relève. Mais je rappelle ici que ça varie d'une femme à l'autre. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Et là, c'est lié encore à quoi? À notre hygiène de vie. Parce que les femmes qui connaissent le phénomène, qui se préparent, qui luttent pour avoir le vrai bien-être, on souffre moins de ces problèmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la farine de soja germée. Déjà, on a fait une étude anthropologique, on s'est rendu compte que les femmes japonaises souffrent moins des problèmes de ménopause, de ces syndromes et des agréments, elles en souffrent moins. On est parti voir leur habitude alimentaire, a vu c'est lié à leur consommation du soja. Et nous allons voir dans les solutions quel rôle joue le soja. Parce que c'est ce que beaucoup de femmes attendent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que sur le plan nutritionnel? Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan comportement? Donc voilà. Merci. On pourra revenir. Absolument. À travers les préoccupations, à travers d'autres questions. Sur les... Très bien, on va déjà signaler sur le plateau notre ami docteur Djoum nous a retrouvés avec un peu de retard. Déjà, nous allons l'accueillir. Bienvenue. Merci, monsieur Guy. Et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis en retard à cause de l'embouteillage ça ne manque pas dans notre pays. Voilà, sinon... tout va bien, la santé? Oui, tout va bien, la santé va bien. Voilà, on est bien relaxé. Relaxé, oui, il n'y a pas de problème, grâce à Dieu. Voilà. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la ménopause, cette ménopause-là qui est un véritable problème pour les femmes. Oui. Alors, c'est vrai qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses, mais à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut déjà relever parlant de la ménopause? Oui, moi, je pense que les dames qui nous écoutent, ils savent. Il y a l'âge de ménopause. Il faut qu'ils sachent déjà quel est l'âge qui signale de ménopause. Donc, il s'agit à partir de 45, 48 ans. Oui, c'est l'âge de ménopause là, c'est ça qui commence. Bon, il y en a plus qui ne connaissent pas. Et ça les surprend? Oui, ça lui surprend. Il faut qu'on essaie de les éduquer pour qu'ils sachent à quel âge que je peux envoyer. Mais il y a les autres qui ont à l'âge de 58, oui, même 61, oui, qui commencent à avoir les cette fois-là, on va dire que c'est celle-là, n'est-ce pas, qui a une bonne hygiène de vie, non? Oui, parce que chacun a sa part de santé de vie, comme je veux dire. Tout le monde, chacun a de manifestations de sa santé. Bon, chacun, on n'est pas le même. Oui. Et puis, il y a peut-être son entretien au quotidien. Déjà, de par l'alimentation, de par, n'est-ce pas, les activités qu'on mène. Oui. Si on est beaucoup plus actif sur ce plan-là où il y a une bonne respiration, une bonne circulation, la ménopause ne va pas arriver trop vite. Oui, c'est pour cela qu'on est dans ce plateau pour essayer d'éduquer les gens à avoir utiliser notre alimentation, notre produit naturel. Parce que ce n'est pas que vous avez le douleur sur le ventre, peut-être en l'âge de 48, vous commencez seulement à prendre des anti-inflammatoires. Vous ne connaissez pas ce qui s'arrive. Il faut d'abord essayer de savoir, quand vous consommez les choses naturelles, c'est vrai que tu peux avoir beaucoup d'avantages. Beaucoup de choses vont changer dans votre système. Et vous allez vivre très bien et très jeune.
C'est pour cela qu'on conseille les gens pour les choses naturelles, pour consommer. Parce que ce n'est pas, on ne dit pas pour nos santé, c'est pour le bien-être. Oui, ça, c'est pour le bien-être. En consommer les choses, ça, le comprimé thérapeutique, on paye pour la douleur. Il est vrai que normalement, on doit essayer de, quand il y a déjà un problème d'une infection, on essaie aussi de voir comment on peut rectifier. Mais naturellement, si vous vivez avec les choses naturelles, suppléments, tu ne peux pas avoir de problème compliqué dans votre système. Oui, ça sera de moins en moins visible. Alors, vous êtes allé évidemment. Les femmes ont l'habitude de se plaindre de ce phénomène de la ménopause. Quel est l'élément le plus crucial, en dehors des bouffées de chaleur, qui parfois les amène à aller consulter, hein? Quel est évidemment le problème le plus crucial? Est-ce que c'est, je veux dire, sur le plan même des manifestations, des symptômes Oui, mais Guy, tout à l'heure, nous avons dit que la ménopause en soi engendrerait un certain nombre de maladies. Quand une femme a mal à la tête, elle est angoissée, elle est stressée, vous voulez qu'elle reste chez elle, il faut consulter. Ça, c'est des désagréments qui poussent les femmes à aller consulter. Et c'est là où il y aura des éléments de réponse par rapport aux différentes solutions qu'on va arriver. Tout à l'heure, elles en souffrent. Elles en souffrent. C'est pour cela que nous sommes là, pour les aider à diminuer ces souffrances. Mais puisqu'il y a cette préménopause et la post-ménopause, est-ce qu'à la post-ménopause, les douleurs, les souffrances, tous ces symptômes-là s'arrêtent? Non. On a dit qu'à la préménopause, les symptômes se signalaient déjà. Oui, j'ai dit à la post-ménopause. Oui, avant. C'est-à-dire après. Avant. Non, je suis maintenant après. Oui, après un certain temps. Tout ça, c'est là que vous allez voir les femmes bombées, il y a les femmes, tout dépend des terrains biologiques. Il y a des femmes qui souffrent, mais il y a des femmes, mais il y a une période où c'est crucial. C'est comme les bouffées de chaleur. Après un certain temps, ça s'arrête. Mais les rétrécissements des artères ne s'arrêtent pas. Si vous avez fait un problème psychologique, ça ne s'arrête pas. Donc c'est ça, d'où la nécessité de lutter pour en fait, c'est qu'à un certain âge, la femme a compris que c'est normal. Et c'est là que vous allez voir nos mamans au village qui n'ont plus ce souci. Elles ont déjà traversé, elles savent déjà ce que c'est. Elles gèrent, elles font leur vie avec. C'est quand au début là qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive dans le corps. Parce qu'il y a un certain nombre de mal-être. Quand il y a le mal-être, ça fait on doit consulter les médecins. Quand on parle de l'hypertension, c'est une maladie. Il y a les femmes pendant cette période, on les met sur l'hypertension. Donc ça c'est. Et je dis donc que le degré de tout varie selon notre hygiène de vie. Donc, vous allez voir, bon, mais on a dit par exemple que les femmes qui fument ont plutôt la ménopause tardive. Moi, c'est passé. Oui, les femmes qui fument ont une ménopause tardive. Parmi les gens qui ont une ménopause, on a parlé des femmes qui fument. Je ne sais pas si ça va la cigarette avantage. Bon, chaque chose a ses inconvénients et ses avantages. Hein. Ça, c'est pas pousser les femmes. Et les femmes qui boivent alors? Bon, les femmes qui vont accélérer le processus parce que si vous buvez, vous augmentez le taux de stress oxydatif, mais à partir du moment où maintenant il y a un rétrécissement des artères, vous augmentez votre propension d'avoir les maladies cardiovasculaires. Donc ça c'est courant. Les conséquences. Mais il y a encore pire sur le plan social, surtout dans nos sociétés traditionnelles, même jusqu'aujourd'hui. Je vous explique. On vous a dit parmi les désagréments qu'il y avait perte de désir sexuel. Heureusement qu'on va voir dans les solutions, la science est en train de résoudre ces problèmes avec un certain nombre d'éléments. Mais dans la société traditionnelle, une des justifications même de la polygamie, c'est par rapport à ça. Oui, parce que la femme a perdu le désir, alors que l'homme n'a pas ce problème. À un certain niveau, on la met au garage et on prend une... Celle qui est active. Et j'ai suivi alors dans certaines traditions, ça c'est au Sénégal, ça dit que pendant cette période, on a dit que quand un homme, pendant la ménopause, couche avec sa femme, il doit avoir des maladies. Donc, ce qui fait donc que les femmes, les hommes, les mettent, je trouve, en cela un problème. Ouais, on les met en quarantaine. On les met en quarantaine et elles s'en vont donc vers
les petites filles. Pourtant, c'est pendant cette période que la femme doit avoir plus de tendresse pour pouvoir être mieux encadrée. Mais plus de tendresse, mais il n'y aura pas accomplissement de l'acte sexuel. À l'heure actuelle, Guy, la science a résolu tous ces problèmes. Avec des lubrifiants. Bon, bien sûr que les lubrifiants, c'est par rapport à la sécheresse vaginale, mais il y a beaucoup d'autres. Mais est-ce que véritablement la femme sent, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a perdu vraiment le désir, ou alors c'est parce qu'il y a une sécheresse vaginale? Ralentissement, pendant cette période, dans les foyers, nous, j'ai eu à consulter les femmes, ça crée les troubles dans les foyers. C'est pour cela que nous sommes là pour communiquer. Parce que ni l'homme ni la femme ne comprennent ce qui se passe. Rien. L'homme voit seulement sa femme le fuit. Donc il y a une femme qui nous a dit que non, elle ne comprend pas. Elle ne veut plus de son mari. Elle ne fait que fuir la chambre, de tout. C'est pendant la période de... On sait qu'il ne s'est pas préparé, mais comment on se prépare psychologiquement, on doit faire un effort pour satisfaire son mari, encadrer son mari. Son mari. C'est ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans les sociétés occidentales, où la monogamie est prônée. Quand vous êtes obligé de faire avec votre, vous allez grandir avec elle, vous allez faire préparer cela ensemble. Préparer tout ensemble. Mais dans les sociétés, comme je vous disais tantôt, c'est que pendant cette période, on dit que la femme a une maladie contagieuse, l'homme ne doit pas faire. Voilà, il ne doit pas frôler. Mais aussi un avantage, ça c'est Mel Yokam qui le disait à la radio l'autre jour, c'est que ici au centre, c'est pendant cette période que la femme peut siéger avec les hommes. Elle devient... C'est pendant cette période elle siège aux réunions des sages. Parce que le sang qui coule là, ne peut plus la souiller. Ne peut plus la souiller. Parce qu'il paraît qu'avant la femme marchait sans caleçon. Donc, à tout moment là, elle pouvait être mouillée, salie. Dans la société traditionnelle, il n'y avait pas de couche, il n'y avait pas. C'est pour cela que pendant cette période, on peut siéger maintenant dans des conseils de sages avec les femmes, donc c'est que la femme devient, la femme se masculine. Elle est devenue mature. Donc il n'y a pas seulement les inconvénients, il y a aussi beaucoup d'avantages. Voilà. Alors, docteur Djoum, on a souvent vu, vous pouvez reprendre en anglais si vous voulez, on a souvent vu les femmes, pas qu'on a souvent vu, on voit souvent les femmes souffrir des problèmes d'arthrose pendant cette période soit de préménopause ou alors post-ménopause. Véritablement, c'est véritablement lié à ce phénomène de ménopause ou alors c'est juste une coïncidence avec son moment de vieillesse? Moi, je pense que I think there is something that you need to do. Because when lack of certain activity, it causes you more problems. So that is the reason why we're here to advise the people and those listening to us. We are trying to educate them to understand the advantages and the disadvantages of the menopause. One, the thing is that having sex when you are at the age of the menopause is painful. The woman must have pains. Then that is the reason sometimes they escape from their husbands. And secondly, the cramps, as we are talking about, is because of abdominal cramps. You know, when you are having that kind of abnormality on the abdomen, internal abdomen, you must have those cramps because the muscles of the abdomen are not really that strong. Because if you are following up on certain activity that is making yourself flexible, you wouldn't have such complications. But I think with the physical therapy will help you re-educate, because at the same time they suffer from back pain, lower back pain. It causes them at the age of the menopause. It causes them a lot of even cramps and numbness on the feet. Arthrose and the heat. The fois les pieds chauffent, the fois ils n'arrivent pas à dormir très bien, ils ont mal, ils ont complications à la nuit. Donc, these are the moments that they need to go towards to the physician so that we'll be able to advise them on what to do. Yes. Okay. Thank you. Alors, je crois qu'on peut rentrer à des solutions déjà avant de voir notre page plus. Alors, véritablement, comment résoudre le problème des arthroses pour de ménopause, les désagréments liés à la ménopause. Oui. Bon, je vais beaucoup plus m'atteler sur le plan nutritionnel qui est mon domaine. Oui, en tant que nutritionniste. Donc, sur le plan classique, les médecins savent
ce qu'ils font. On vous a dit que pendant cette période, il y a une baisse de sécrétion des hormones sexuelles qui ont les oestrogènes. Les oestrogènes. Voilà, il y a une baisse. Donc, pendant cette période, sur le plan classique, on peut faire un traitement hormonal pour favoriser la sécrétion des oestrogènes. Un traitement hormonal. Ouais. C'est ce que je disais tantôt, que les femmes n'ont même plus, avec l'avancée de la technologie, ces traitements permettent aux femmes de garder leur féminité, c'est-à-dire que l'hormone, puisque c'est beaucoup de choses qui arrivent, c'est lié à la cessation d'activité hormonale. Dans le truc, puisque les hormones, les oestrogènes jouent un rôle très important dans l'assimilation des nutriments. Le calcium, par exemple. Le calcium se fixe, comme on va le voir tout à l'heure. Il se fixe, il y a des facteurs hormonaux qui influencent dans l'assimilation du calcium, tels que les oestrogènes. Donc, quand il y a cessation, il y a manque, il y a moins d'assimilation. Vous allez prendre beaucoup, mais vous assimilerez peu dans Et maintenant, le traitement hormonal favorise donc une sécrétion plus importante des oestrogènes. Voilà l'une des solutions qu'on fait. Ça, c'est sur le plan classique. Il y a le tout. Mais j'attire l'attention des femmes sur ce traitement. Bon, moi, je ne suis pas bien placé parce que les médecins pourront venir ici en discuter. Je ne sais pas s'il y a eu développement de beaucoup de molécules, mais l'une des effets secondaires de ce truc, c'est la prise de poids. Le traitement hormonal, généralement, favorise l'obésité. Voilà. Et c'est ce qui dérange vraiment. Bon, peut-être que si je n'ai pas ma connaissance, je n'ai pas beaucoup mené les recherches, mais là, il doit y avoir de nouvelles molécules qui permettent, qui luttent contre ce phénomène, parce que la science évolue. Quand on se rend compte qu'il y a telle chose, on essaie d'éradiquer. Mais je n'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. Sinon, sur le plan naturel maintenant, il y a par exemple le soja qui a ces éléments qui aussi favorisent le phénomène d'équilibre hormonal. Il y a le soja. En suppléant soja et magnésium. Voilà, et il y a aussi, puisque il est prouvé pendant la période, on va voir, généralement, chaque fois que le taux des oestrogènes baisse, le taux du magnésium s'accroît dans le corps. Quand le taux de magnésium augmente, le taux des oestrogènes baisse. Donc voilà les deux paramètres. Donc pendant cette période, il y a ce phénomène qui se passe. Donc le taux doit augmenter. Et c'est ça qui justifie, parce que c'est le magnésium qui règle la répartition. Non seulement il favorise la fixation du calcium sur les os, mais il favorise la diffusion du calcium dans les tissus. Dans le tout. Ça veut dire que s'il y a une anomalie au niveau du magnésium, il y aura donc une mauvaise répartition pour la contraction, les mauvaises contractions. On va même jusqu'à certains calculs rénaux liés à cette mauvaise répartition. Donc, il y a cet équilibre sur le plan nutritionnel que pendant cette période, on doit suppléer. Connaissant donc qu'il y a un manque de tout, qu'on doit prendre beaucoup de compléments, encore calcium, magnésium, enrichir son alimentation dans le tout. Et on peut le faire pour préparer, pour diminuer les désagréments. Les femmes doivent savoir qu'elles doivent mieux s'occuper de leur corps que les autres, que les hommes par exemple, en suppléant davantage, en se préparant. Avant d'arriver même à la période de préménopause, on doit renforcer son corps. On doit, en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et suivre les règles du vrai bien-être. C'est-à-dire, quand vous veillez à tous ces éléments, vous souffrez moins des problèmes de désagréments. Liés à la ménopause. Voilà. Alors, docteur Djoum, comment est-ce qu'on doit, on doit accompagner la femme qui entre dans la ménopause? C'est-à-dire, c'est tellement qu'elle est au courant que ça arrive, elle a peut-être déjà des premiers signes. Comment est-ce que l'accompagnement doit se faire? Guy, avant qu'il réponde, la question, parce qu'il y a le phénomène de fragilité des os, lié à manque de calcium. Quand on a un truc où la femme, toujours le même conseil, devrait pendant cette période orienter son alimentation vers des éléments riches en calcium. D'ailleurs, que beaucoup de femmes en connaissent. C'est ça que vous allez voir, les calcium libres, l'automédication. Vous allez voir partout dans les bus calcium. Mais j'attire leur attention sur le fait que
La simulation n'est pas aussi simple automatique que ça. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans la simulation. D'où la nécessité de chercher à voir tous ces facteurs. Est-ce que vous avez suffisamment de vitamine D qui va favoriser la fixation? Est-ce qu'on peut augmenter le taux d'œstrogène? Est-ce qu'il y a suffisamment de phosphore dans votre alimentation? Donc voilà comment un ensemble de choses. Alors quand c'est compliqué, on va donc vers le spécialiste, non? On va vers le spécialiste. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec le calcium. Tout à fait. Alors, je reviens au docteur Djoum par rapport à la question. Oui. Comment l'accompagnement doit se faire pour celles-là qui entrent dans la ménopause? Et même quand on est déjà ménopausé, les complications ne sont pas totalement finies. Comment est-ce qu'on doit s'entretenir à ce moment-là? Donc la question, il y a deux volets. Toujours en anglais, hein, c'est bon. Okay. I think that what I would like to advise the televiewers is that prevention is better than cure. Of course. And maintaining yourself is the first therapy that is needed. You shouldn't wait at the last dying minute before rushing for the cure. The cure is not the problem. The prevention is the first. And that is why we are coming towards you people on the television to give you, to counsel you, to educate you, to let you understand the complications on your health-related issues. So I think there are other procedures that need to be followed. And when you realize that you are at the age of the menopause, you need to go to your doctor. He consults you if you have not been under some therapy. You go to your doctor, he consults you and tell you on what to do. You come back now, you need to follow up mostly your natural issue, which are the supplements. Yeah, we consume them more. There are many of them. You go to those who are nutritionists and those who are in concern with the natural therapy, the natural supplement. They will be able to advise you on what is suitable for your system, and they will be able to give you what will maintain you more. Alors, quel peut être l'apport d'un masseur par rapport à une femme, n'est-ce pas, qui entre dans la ménopause ou bien qui est déjà ménopausée? Quel peut être son apport? Son apport, I think when you say rapport, means son apport, son aide, n'est-ce pas? Je vais peut-être non, il a peut-être bien compris aussi. Mais je vais l'aider parce que c'est lui en tant que masseur. Tout à l'heure, nous avons relevé un certain nombre de désagréments, tels que le rétrécissement des artères. Le rétrécissement des artères favorise la circulation du sang devient difficile. Et le massage joue ce rôle. Ça veut dire que lui en tant que masseur, le kinésithérapeute, ça on attire l'attention. Le massage est l'une des solutions qui permettent aux femmes ménopausées de retrouver leur forme. La flexibilité musculaire, la circulation. Le tout parce que le massage favorise la circulation du sang. Donc ça limiterait les risques, non seulement les risques cardio, puisqu'elles sont prédisposées aux maladies cardiovasculaires. Le massage limite parce que là, à partir du moment où le vieillissement a créé le rétrécissement des artères, en massant le sang circule beaucoup plus rapidement. Et puis l'hypertension et un certain nombre de choses. Voilà, je crois que lui, maintenant, qui est spécialiste. Sur le plan des os, nous avons parlé de la fragilité des os. Et vous allez voir que les malarthrosiques, non seulement il y a la fragilité, mais il y a aussi beaucoup de maux, que ce soit les lombaires, les fractures même, des articulations. Et les femmes ménopausées en souffrent, que nos mamans, ça c'est l'une des causes même réelles. Je crois que tous nous avons des mamans, nous avons des sœurs, des grandes sœurs, des aînés qui se plaignent à l'heure actuelle de beaucoup de problèmes de courbature. Et c'est le massage, c'est une solution. Alors lui maintenant qui est spécialiste, je crois qu'il peut entrer dans son domaine de manière plus précise. Oui. Bon, je voulais dire ici, le massage, physiothérapie est vraiment une solution très bien à maintenir les femmes à ménopause. Quand une femme a ménopause, elle est déjà à l'âge de ménopause, elle est vraiment sûre qu'elle peut avoir le cancer. C'est-à-dire que la ménopause la prédispose au cancer. Cancer ovaire, on appelle ça.
cancer ovarien. Oui. Ou bien cancer du sein même. Oui, non, pas pour le sein, mais on est au niveau de bas pathologie. Yes. Donc, il est vrai qu'il peut tomber sur une victime de cancer. Parce que quand une femme qui est saignée, ça s'arrête et ça ne saigne plus. Bon, le reste pas où? Ça accumule. Et quand ça accumule là, ça forme doucement de masse. Et la masse, après de cette masse, ça donne quoi? Une maladie. Bon, c'est pour cela que quand vous êtes déjà à l'âge de ménopause, il faut essayer d'avancer proche de ce qui peut vous donner le conseil. Bon, le massage, ou physiothérapie et rééducation jouent un grand rôle parce que ça lui rééduquer. Rééduquer pas seulement le muscle, mais ça rééduquer le rénal système. Le rénal système, ça facilite d'envoi détox. C'est soit l'eau, soit le sang qui est accumulé. J'aimerais que vous le dites en anglais pour que ça soit plus fluide pour ceux qui nous suivent. Même si un mélange. No, allow him to speak. Say it in English, please. Okay, I would like to tell the viewers that at the age of the menopause, it's likely you will be able to have cancer. And cancer is being caused by what? Accumulation of excess can be excess water or blood that is accumulated on your renal system or your ovaries. Or it can cause you a lot of problems, complications, maybe swelling of the feet, cramps, and the lack of circulation of blood or water in your system. That is why we come closer to you to let you understand that physiotherapy or massage re-education will help you better promote your circulation of blood in your system. And not only in your system, it makes you flexible and it re-educates your renal system that will be able not to have any complications on your back or your renal complications or urinary tract, because it also causes such problems. Yes. Ok. Malheureusement, l'activité physique n'est pas toujours facile pour les femmes de certain âge. L'activité physique, quand on dit activité, nos mamans qui vont au champ, là, c'est une activité physique. C'est quand vous dites que l'activité physique, il faut l'activité physique. Je voulais revenir sur un phénomène toujours pour lui. Vous savez que pendant cette période, nous n'avons pas suffisamment insisté sur les problèmes neurologiques pendant la période de ménopause. C'est toujours lié à la carence de ces minéraux. Les calcium, magnésium, qui créent beaucoup de problèmes. Déjà la dépression. Les femmes pendant cette période sont déprimées, ont des céphalées, ont les insomnies. Tout à l'heure, je n'ai pas mis l'accent dessus. L'insomnie est l'un des facteurs, des désagréments qui arrivent aux femmes ménopausées. Et le massage est l'une des solutions vraiment par rapport à l'insomnie. Je crois qu'il peut revenir là-dessus. Mais lui qui est spécialiste de neuro, on n'a jamais, je crois qu'il venait de se spécialiser en Inde sur les problèmes des nerfs. C'est l'un des éléments qu'il doit chercher aussi dans son programme pour résoudre le problème de trucs qui devaient en parler ici. On a le truc, mais la communication fait qu'il n'arrive pas. Non, je crois qu'il saisit. Mais sinon, les femmes souffrent beaucoup de problèmes neurologiques. Et l'un des désagréments aussi, parce que j'ai dit qu'on devait revenir progressivement, c'est que pendant la sécheresse vaginale entraîne beaucoup d'infections urinaires, vaginales pendant cette période. C'est ça que les femmes pendant cette période doivent être surprises de voir qu'elles ont des infections récurrentes. C'est lié donc à cette sécheresse vaginale. Vous allez voir les femmes ménopausées être surprises d'avoir des infections récurrentes. Ça, c'est lié toujours à l'air. On doit connaître, comprendre pour ne pas trop s'affoler. Ça demande une bonne préparation. Une bonne préparation. Alors, on va ajouter quelque chose avant de passer à notre page plus. Oui, comme il vient de parler de neurologie, bon, il est très say it in English, please. It is really important for those who are at the age of the menopause. Not only for those at the age of the menopause, it is for everyone, because there are some certain crises that arises in your system that you need to go closer to the neurotherapy that will be able to best help you, advise you on what to do. They counsel you on what you're supposed to do and what they're not supposed to do. In that case of the menopause, they have that what kind of thing they call tension.
trop nerveuse. Nerveux. Elle est nerveuse. Quoi. Elles sont nerveuses. Oui. Every time there are like too much anger in them because they don't like some kind of little things that will be able to cause them temper. So at that age, they will start developing nerves problems. And that, in my field, will be able to best help them re-educate and put them back in the normal position and enable the blood flow and give them a relaxation therapy that will help them feel free and a normal life. And this can ease her sleeping? Yes, it's going to help her sleeping very well, improve her very well. She will not have sleepless nights because that is the linking to cyanosis. They call it not cyanosis, but when that is causing you not to sleep well. Yes, insomnia. Insomnia, yeah, that is linked to insomnia because when she is at that age, she thinks too much because of the pains she's having constantly and in the night. She's not sleeping. Insomnia now has to involve itself and start manifesting. That's why women at that age, they speak too much. Any problem they speak, yes, alone they speak too much. A little thing, the temper increase and decrease anytime. Voilà, on comprend bien ces phénomènes-là. Je crois que c'est important même pour l'homme d'accompagner sa femme pendant ces périodes-là. C'est-à-dire les enfants, les filles doivent accompagner leur maman pendant ces pour comprendre ce qu'elles vivent. Sinon, vous allez aggraver la situation avec les plaintes. Oh, maman est devenue ceci, la femme est devenue cela. Et l'homme aussi, s'il n'a pas compris, il va se plaindre à tout moment. C'est là que nous sommes là pour communiquer. Pour que nous puissions comprendre et savoir accepter la femme pendant cette période et l'aider à... Heureusement qu'il n'y a pas seulement à se plaindre, il y a un accompagnement qui peut faciliter, n'est-ce pas, la femme à mieux supporter son état et peut-être même à bien dormir, pour ne pas être dans des états émotifs continus négativement. Voilà, je crois qu'on va passer à notre page plus. La technique va nous permettre de vivre ce moment du plus là. Bien, le plus sur ce programme, c'est bien cet élément-là que nous avons dorénavant au menu. Aujourd'hui, on va parler du calcium, c'est-à-dire effectivement très important, même pour la suite de notre... par rapport au sujet du jour aujourd'hui. Le calcium. Voilà. Le calcium, c'est quoi? C'est calcium, c'est un sel minéral. Un sel minéral. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé d'une vitamine, la vitamine C. Aujourd'hui, nous avons pris un sel. Les sels minéraux, c'est quoi? C'est des alcaloïdes, comment on vous parle des minéraux là, dans les trucs qui se retrouvent, c'est-à-dire qui ne sont pas fabriqués par l'organisme, mais qui ont un rôle très important dans le fonctionnement de notre corps. Pour que le corps puisse vivre, il lui faut au moins une vingtaine de sels minéraux pour pouvoir agir efficacement, pour la nécessité d'en rechercher. Et le calcium, nous allons voir quel rôle joue le calcium dans notre corps. Alors, semble-t-il qu'il est l'un des sels les plus, on va dire les plus importants, puisqu'on les retrouve dans presque tous les organes et les tissus. Il est le sel minéral qui constitue en termes de quantité. Donc sa quantité est très importante dans notre corps par rapport aux autres sels minéraux. Donc je reviens sur les sels minéraux. De manière globale. Les sels minéraux, comme je disais, sont classés en deux catégories. Il y a les macros, il y a les oligo-éléments. Et le calcium fait partie des macro-éléments. Comme je disais, il constitue l'un des éléments dont le corps, bon, je n'ai pas la teneur, la quantité, mais le calcium est plus important que le magnésium, que les autres sels minéraux. Alors,
98 à 99% du calcium se retrouve dans les os. Les 1% maintenant vont se retrouver dans le sang ou dans les tissus. C'est certains tissus. Et c'est ça que vous allez voir dans le rôle tout à l'heure, pour quel rôle il joue dans le tissu. Alors, voilà, c'est très, très important dans le corps. Quel rôle il joue maintenant alors, dans le corps? Que fait le calcium? Le calcium joue un rôle dans la constitution des os et sa solidification. C'est-à-dire le calcium fait partie intégrante de l'os. Le calcium, c'est-à-dire comme vous voyez l'ossature là, l'os est constitué du calcium, du phosphore et du magnésium. C'est-à-dire c'est un peu comme les briques, vous voyez comment on construit une maison avec les briques. Donc le calcium fait partie intégrante de l'os. Donc il joue ce rôle dans la solidité. S'il y a absence du calcium, l'os est fragile. L'os est fragile. Comme on a parlé tout à l'heure des femmes monopausées qui ont un problème d'assimilation de calcium. Donc, il joue ce rôle. Il joue un rôle dans la coagulation sanguine. Le calcium joue, il joue un rôle dans la coagulation sanguine. Il joue un rôle dans la contraction musculaire. Je vous ai dit tantôt que les 1% qui vont se retrouver sont repartis dans le sang et dans les muscles. Et en compagnie donc du magnésium, il se diffuse dans certains tissus et puis dans le sang. Donc d'où sa carence crée, parce que c'est ça qui règle le mouvement. Il paraît qu'il joue un rôle au niveau du système nerveux qui règle donc ces mouvements. Le message électrique dans le système nerveux. C'est là que les femmes, la carence va entraîner les crampes, un certain nombre de choses, et c'est lié donc à ce magnésium. Donc voilà les principes et les rôles que le calcium joue. Maintenant, il y a un problème très important que nous allons attirer l'attention des notes là-dessus. Il y a les conditions d'assimilation. Il y a un certain nombre de facteurs que nous allons citer tout à l'heure. Nous avons parlé de la fixation du calcium dans les os. Pour que le calcium se fixe dans les os, il faut la présence de la vitamine D, qui a un rôle, un catalyseur très important. Je rappelle ici que les sels minéraux jouent beaucoup plus le rôle de catalyseur dans les différentes réactions. Donc il faut qu'il y ait la vitamine D pour que le calcium se fixe, le phosphore et le magnésium. Il faut la présence aussi du magnésium. Il faut la présence du magnésium dans les tissus pour qu'il y ait diffusion du calcium dans les tissus. Il y a des facteurs hormonaux qui influencent dans son assimilation, comme l'estrogène, comme on a dit avec les femmes. Il y a aussi les hormones masculines aussi, la testostérone qui joue aussi dans l'assimilation du calcium. Il y a aussi un autre facteur thyroïdien. Il y a des hormones de la thyroïde qui là, ça limite plutôt l'absorption du calcium. Il ne favorise pas l'absorption. La vitamine D favorise l'absorption. Il paraît que l'état intestinal aussi favorise l'absorption du calcium. Donc, comme nous demandons toujours de veiller à son système intestinal, si vous avez beaucoup de mauvaises bactéries présentes dans le système digestif, vous allez absorber difficilement le calcium. Donc, je disais qu'il y a des facteurs plutôt qui limitent son assimilation. Il y a la thyroïde. Je vais dire que des hormones sécrétées par la thyroïde. Il y a des maladies, là ça crée des maladies auto-immunes qui défavorisent donc l'assimilation du calcium. Voilà, donc voilà en gros les éléments que nous pouvons citer par rapport donc, à son absorption, par rapport à son assimilation. Et là j'attire l'attention du fait, donc vous voyez qu'il ne suffit pas seulement de prendre le calcium et d'absorber. Vous devez savoir que ce calcium doit être en présence d'un certain nombre de choses pour qu'on l'assimile. J'attire l'attention ici que le calcium s'assimile très facilement en milieu acide. Vous allez, et là je vais en profiter pour embrayer dans les sources. Les sources les plus importantes sont les laitages.
trouve laitage. Il paraît que le calcium du lait est plus assimilable que les autres calciums. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve, par exemple, le yaourt dans un milieu acide, et c'est ce milieu acide qui favorise son absorption et son assimilation. Donc, voilà tout. Donc, la plus grande source du calcium, c'est dans le lait. Et on conseille beaucoup plus le lait fermenté parce que cette acidité s'y trouve. Bon, on va défavoriser le fromage. Il y a un fromage fait en Italie qui contient le taux le plus important. Mais sur le plan nutritionnel, un des grands risques, c'est que les graisses d'origine animale impactent sur les artères, sur la sécurité avec le mauvais taux du cholestérol. Oui, mauvais taux de cholestérol. Voilà, qui impacte donc dans les maladies cardiovasculaires. Donc sinon, voilà les plus grandes sans compter il y a l'eau minérale. Oui. Selon les sources, vous allez voir le côté, il y a certaines eaux qui viennent de l'extérieur. Là. Si vous regardez, vous allez voir qu'ils ont une teneur en calcium très élevée. Et il y a l'eau minérale aussi qui apporte beaucoup. Alors, parmi les végétaux, vous avez parlé du soja. Voilà. Non, le soja est plutôt une source riche de magnésium, pas de calcium. En végétaux, on peut citer le moringa, les feuilles de manioc, qui ont un taux de calcium. On parle aussi du fruit de baobab. Le fruit de baobab sont des nouveaux produits sur lesquels les études sont en train d'être faites, ou sur le plan scientifique, on n'a pas encore validé beaucoup de choses qu'on ne peut pas tellement se prononcer. Il y a des bons résultats sur le plan clinique, mais comme c'est des produits tropicaux, les recherches, il faut encore qu'on mène à ces recherches. Que les nôtres fassent les recherches. Pour les diffuser. Mais les produits dont je vous parle, les études scientifiques sont en train d'être, mais on est en train de les diffuser, et en les mettant en application, il y a des bons résultats cliniques. Très bien. Voilà, je crois qu'on aura dit notre plus sur le calcium. Très important de savoir. Alors, je vais demander au docteur Djoum, est-ce que véritablement, dans vos procédés de massage, vous prescrivez le calcium à vos patients? Bien sûr. Bien sûr. Et le calcium joue un grand rôle dans le corps humain. On ne doit pas seulement travailler sans savoir quelle est la cause. Et c'est pour cela que l'assessment est souvent très, très important de faire avant de commencer le traitement. Le traitement n'a pas de problème. Le diagnostic. L'assessment, c'est à l'anglais. Oui. Diagnosis. Voilà, c'est très important. Diagnosis is very important. It's not the problem, the treatment. It's a diagnosis that you make, not the treatment. If you can do the good diagnosis, then you can treat. If you cannot do, you cannot treat. So that is why calcium is very important in any human system. Very important. Especially the natural and supplementary one is very important than therapeutic one, because you can take above the level, you instead increase the number of the calcium that is already in your system. But with the natural one, it doesn't have any problem. Très bien. On a déjà... On a oublié parmi les facteurs je crois qu'on a parlé des oestrogènes. Oui, qui favorisent la fixation. Oui, on en a parlé. On a un SMS ici, c'est... Voilà, nous apprécions toutes les informations liées à la ménopause. Pouvons-nous avoir les coordonnées du docteur? Je crois que tout à l'heure, on va les donner. Nous souhaitons plutôt avoir vos préoccupations, vos questions liées à la ménopause. Alors, M. Talé, si on revenait sur l'une des solutions préconisées, vous disiez que l'apport en calcium pouvait aider à bien supporter la ménopause. Je veux comprendre bien comment ça se passe. Je ne suis pas mieux sûr. Nous avons cité un certain nombre de désagréments. À chaque désagrément correspond une solution. Pour lutter contre l'ostéoporose, la fragilité des os, il faut un supplément en calcium. Donc pendant cette période, comme pendant la période de grossesse par exemple, pour le calcium, on supplée. On donne une dose de calcium plus élevée, de telle manière que même si la simulation est difficile, ça permet d'avoir une grande quantité dans le corps. Alors, prenons un peu l'un des facteurs qui dérange beaucoup la femme, les bouffées de chaleur par exemple. Comment est-ce qu'on peut gérer ce problème? Les bouffées de chaleur, déjà, c'est lié, on vous a dit, le plus grand problème. Tous ces mots, c'est lié à la cessation de la sécrétion des estrogènes. Alors, le traitement hormonal ramène donc le taux à la normale et fait disparaître donc
tout cet ensemble. C'est-à-dire quand vous dites traitement hormonal, on va lui injecter... Voilà, sur le plan classique. Le médecin, je ne suis pas médecin, mais je crois très prochainement on pourra inviter un médecin sur la table, des spécialistes qui pourront bien expliquer et si possible donner peut-être le nom des médicaments qu'ils utilisent et les trucs. On n'est pas, mais on ne peut pas faire. Qui vont donc prendre et qui va réguler donc les hormones des femmes. Et sur le plan nutritionnel, j'ai mis l'accent sur le soja. Plus les femmes consomment le soja, il paraît qu'il y a des substances à l'intérieur qui harmonisent donc cette taux d'œstrogène. Ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi, nous en tant que chercheurs, j'interpelle aussi mes coéquipiers chercheurs, nous devons aller, surtout dans la nutrithérapie, rechercher des éléments susceptibles d'équilibrer ces hormones naturellement. Et ça va donc, à partir du moment où le traitement classique a des effets secondaires tels que la prise de poids, je crois que l'idéal, c'est d'adapter toujours les solutions à ce qui est en harmonie avec le corps. Et c'est des éléments naturels qui sont en harmonie avec le corps. Donc j'interpelle les chercheurs pour qu'ils continuent à chercher dans nos traditions, dans un ensemble de choses. Parce que là, on peut encore, même sur le plan anthropologique, mener des études. Est-ce que nos mamans, à l'époque, souffraient des problèmes de ménopause comme les jeunes femmes à l'heure actuelle? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Et si on se rend compte donc que ces femmes souffraient moins des périodes de ménopause, il faut qu'on aille chercher qu'est-ce qui leur permettait de supporter mieux. Et je peux même déjà très rapidement répondre parce que quand vous regardez au village, vous voyez des femmes qui ont peut-être 65, 70 ans, aller au champ, s'outiller. Ça veut donc dire qu'elles ont dû surpasser. Il faut donc voir qu'est-ce qu'elles ont fait, quel est leur régime alimentaire. Et il faut aussi, toujours dans l'étude anthropologique, regarder aussi, voir les femmes selon les différentes régions. Si on se rend compte qu'à l'extrême nord, par exemple, les femmes souffrent moins, on aille à l'intérieur voir ce quel est le produit. Quelles sont les habitudes. Donc ça, c'est une étude que nous interpellons. Dans tous les cas, nous c'est parce qu'on a plein de choses, on va chercher. Mais c'est là si nous sommes accompagnés avec les autres. Et nous interpellons tous ceux qui nous écoutent, qui ont des approches à venir partager avec nous. On peut revenir sur ce thème. Dans tous les cas, nous rodons les thèmes. On revient en permanence. Et ceux qui ont des éléments de solution pourront venir partager avec nous. Et je rappelle ici que la sensibilisation n'exclut pas peut-être ou bien le pirate de vos connaissances. C'est-à-dire que le fait de venir dire, il ne suffit pas de cacher une formule pour dire venez, j'ai la solution. Parce que non, vous venez éclairer les gens, plus vous allez même bien vendre vos potions. Voilà, j'aurais souhaité que nos mamans appellent ou alors envoient des SMS pour nous dire comment elles ont surmonté ce problème de ménopause. C'est toujours important de partager avec les autres et de savoir qu'il y en a qui sont véritablement dans ces situations-là, qui n'arrivent pas véritablement à gérer. Donc, on a encore quelques 5 minutes là, vous pouvez soit appeler, soit envoyer des SMS pour nous dire comment vous avez plutôt géré ce problème et comment vous l'avez surmonté. Ou alors, celles qui ont des questions, elles peuvent vous poser par rapport à ce phénomène et nos panélistes vont répondre. Alors, Dr Djoum, véritablement, lorsqu'on parle de l'accompagnement, n'est-ce pas, de ces femmes qui sont en situation, véritablement, est-ce qu'il est question seulement de médicaments ou il faut un ensemble d'attitudes pour surmonter cela? Bon, ce que je veux dire ici, c'est que, comme M. Thalès venait de dire, par rapport à comment nous, mamans, vivaient à cette époque, sans de complications que les jeunes filles ont aujourd'hui. Bon, moi, je crois que les femmes ménopause ici en ville ne peut pas être comme les autres dans notre région, au village. Elle ne peut pas être. Bon, il y en a, chacun a son système de manifestation. Et moi, je pense que il faudrait qu'on essaie de le dire. Voilà ce que vous allez faire. Il faut de bons repos d'abord. Il faut boire beaucoup de liquide. Beaucoup d'eau, quoi. Oui.
boit beaucoup d'eau tout le matin, très tôt le matin, envoie quand même 3 verres d'eau chaude D'eau chaude, avant hein? de brosser même les dents, ou bien une heure de temps avant d'avoir mangé, à prendre votre déjeuner. L'eau chaude va faire quoi ici? Bon, l'eau chaude va les aider pour remonter ça aide pour détoxification, nettoyer aussi, pour détoxifier ce que ça a accumulé la nuit. Bon, ça fait une bonne élimination. Oui, éliminer. Oui. Éliminer. Ouais. Éliminer les toxiques, les toxiques toxiques qu'il a eu la nuit. Donc c'est très, très important d'avoir ça. Ce n'est pas juste pour éliminer, mais ça aide à beaucoup de choses. Ça aide aussi à avoir le bon sommeil. Ça aide aussi à avoir la chaleur sur le corps en journée. Ça aide aussi à avoir un mémoire relaxé. Ça aide aussi à relaxer le nez. Ce n'est pas juste ça. Beaucoup de choses, beaucoup de rôles qui jouent, l'eau chaude joue dans le matin. Voilà. Alors, M. Talé, moi, je vous pose une question. On a parlé de la sécheresse vaginale, de la perte de désir. Est-ce que cette perte de désir-là n'est pas véritablement la source de la tension chez la femme, où elle devient à tout moment très nerveuse, très impulsive? Oui, pas seulement. On vous a dit qu'elles souffraient beaucoup. Et c'est fallait beaucoup de diabète, d'hypertension liés à ce phénomène qui les irrite. Elles se mettent dans... Mais la perte de désir sexuel fait partie des éléments aussi qui irritent la femme. La femme aussi voit perdre sa féminité. La femme veut plaire, veut garder donc ça, tout que pour l'homme, sa beauté. Voit que pendant cette période, elle ne sera plus attirante. Vous avez vu ce qui se passe dans certaines sociétés traditionnelles où on les met au garage. Comment vous voulez que la femme... Alors tout à l'heure, vous disiez, à l'introduction de l'émission, vous disiez que la science a évolué. Oui, ce n'est plus tout un problème. Oui. Alors comment est-ce que... Par exemple, les lubrifiants sur le plan sécheresse vaginale. Les lubrifiants. Il y a ça, c'est ce qu'elle ne souffre pas pendant, qu'elle ne souffre plus pendant l'acte sexuel. Mais est-ce que ça amène vraiment le désir? Oui, mais on n'a même pas dit que pendant cette période, la femme n'a pas de désir. Ça veut dire quoi? Le désir est limité. Ça veut dire que si la femme avait envie 4 fois par semaine, peut-être ça devient 2 fois par semaine. Il faut qu'on se comprenne. Parce qu'on donne l'impression que pendant cette période, non, c'est pas le truc. Mais j'attire l'attention ici que l'hygiène de vie est très importante par rapport à la vie de ce phénomène. Ceux qui passent le temps à suivre une bonne hygiène de vie, surtout une hygiène alimentaire. Je vous ai déjà attiré l'attention de la dernière fois des rôles que jouent les pesticides, un certain nombre de que nous absorbons à travers les aliments qui dérèglent notre système hormonal. C'est-à-dire les colorants, les additifs alimentaires, tous ces éléments de plus en plus dérèglent notre système de fonctionnement, y compris le système hormonal, et favorisent donc l'installation de tous ces désagréments par rapport à la femme. Donc, en menant une bonne hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, l'hygiène psychique, l'hygiène de tout, la femme va moins souffrir des problèmes. Très bien. Si la femme souffre des problèmes de ménopause, l'homme également, on peut dire quoi? Lui, il a autre chose, il a un autre problème, docteur? L'homme? Oui. Non, moi je ne crois pas qu'il a le problème, mais c'est juste qu'il doit se comprendre avec sa femme et la consoler, parce que c'est un moment qu'une femme a de problèmes psychologiques. Elle a besoin d'être comprise. Oui, conforter et dans des problèmes psychologiques et physiques. Bon, à ce moment, la femme a besoin de cette compagnie. Oui, pas pour bavarder à chercher des problèmes à gauche, à droite, mais la femme aussi doit essayer de voir éliminer certaines activités qui lui fait avoir plus de tension. Oui, de tension. Voilà. Je crois qu'on aura terminé. Vous allez donner votre contact pour ceux-là qui demandaient le contact du docteur. Oui. Mon contact, c'est 677 53 07 93. Voilà. 694 09 88. L'autre jour. Voilà, vous avez oublié.
On a retenu le premier numéro, c'est l'essentiel. Oui. Hein. Monsieur Talé, votre contact. 652 62 52 11. Voilà, je crois qu'on aura tous les contacts. Pour ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent en savoir plus, vous pouvez donc appeler à ces différents numéros. Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, annoncer leurs idées, leurs produits, hein, c'est bien sûr l'espace innovation. Vous appelez donc au contact que vous avez eu lors du passage. Hein. Sinon, je peux les rappeler le 652 62 52 11 ou le 693 60 54. Merci à toutes et à tous. Merci à nos panélistes. Nous donnons rendez-vous tout à l'heure dans le cadre de l'émission Renaissance à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui aiment la culture, qui veulent en savoir plus, n'est-ce pas, sur l'Afrique. Nous allons parler des langues africaines et la Renaissance. C'est tout à l'heure à 19h30 dans le cadre de l'émission Renaissance. Une fois de plus, nous vous saluons et à samedi prochain. N'oubliez pas nos différentes heures de rediffusion. C'est le dimanche 7h10, 8h40 et je crois le mardi également, 13h30, 15h. Ça c'est pour la rediffusion de LVB. Merci à toutes et à tous. À samedi prochain. Ah oui les gars!